Le grand dialogue. Sigeka Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauli. Chenni Beri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. On a l'impression qu'elle se rapproche de plus en plus de Bamako. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Grand Dialogue. L'insécurité prend de l'ampleur avec cette particularité qu'elle se rapproche de la capitale. La nuit dernière, des bandits armés ont attaqué Banamba à 145 km à peine de Bamako. Le camp de la garde nationale, de la gendarmerie, en plus d'une banque de la ville, ont été la cible d'assaillants, nous dit-on, lourdement armés dans la région de Koulikoro. Selon des témoins, un surveillant de prison est porté disparu. Les assaillants ont emporté 3 véhicules et 2 motos. Le reste du pays, particulièrement le nord, n'est pas resté en marche pour ce qui est des scènes de violence et d'attaques. Nous en parlerons également dans cette émission. Comment expliquer ces séries d'attaques à quelques semaines des élections communales? Pourquoi la violence se rapproche-t-elle de plus en plus de Bamako? N'est-il pas possible de stopper ces vagues de violence une fois pour toutes? Nous avons invité pour vous, mesdames, messieurs, le professeur émérite André Bourgeot du CNRS Paris. Il n'est pas au téléphone, il est en studio avec nous aujourd'hui. Merci, professeur. Baba Dakono, il est chercheur analyste également dans le studio. Il n'est pas au téléphone aujourd'hui. Mamadou Diouara de Konasipal Sipri. Lundi 7 novembre, je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Salim Diouara. Le grand dialogue. Le cercle de Banamba a donc été la cible d'une attaque dans la nuit de lundi 7 novembre, donc hier soir, selon des sources locales. Les assaillants ont saccagé les camps de la garde nationale, de la gendarmerie ainsi que la prison de la ville, rapportent les mêmes sources. Ils avaient carrément occupé la ville, précise une source locale nuitamment. Plusieurs endroits de Banamba, sous la vigilance des forces de l'ordre et de sécurité maliennes, ont été attaqués par des hommes criant Allahu Akbar. 45 km au nord de la ville de Douanzan, dans la région de Mopti cette fois-ci, des casques bleus ont été la cible d'attaque. Un engin explosif artisanal a explosé au passage du convoi des soldats de la paix. Explosion suivie par des tirs des assaillants. Dans la région de Tombouctou, cette fois-ci, des hommes armés ont attaqué dimanche un camp de l'armée malienne. Le mouvement Ansardine a revendiqué dans la soirée cette attaque menée contre la base de Gourmararousse dans un communiqué diffusé en Mauritanie par l'agence de presse Allah Akbar. Bref, ce week-end a été particulièrement sanglant au Mali. On va commencer par écouter cette capsule de M. Keïta, qui est le président de la jeunesse de Banamba. Aux environs de minuit 5 minutes, j'ai entendu 3 coups de feu au sud de Banamba vers le camp des gardes, la maison d'arrêt et le logement du préfet. Et j'ai vu des personnes bien habillées, des porteurs d'uniformes, turbandés, avec un véhicule 4x4 dont il y a une arme là-dessus qui fait les rafales là. Automatiquement, je vois aussi des groupes de personnes qui rentrent aussi à pied vers la banque. Ma maison est contiguë à la banque. J'ai appelé le préfet, il dit, il ne faut pas parler trop, nous sommes attaqués. Ma maison est fermée. La gendarmerie est fermée, le camp de garde est fermé, la maison d'arrêt est fermée. Ils sont rentrés à l'intérieur encore, il y avait une coque fort, ils ont tiré, ils ont pris plus d'une heure, 5 minutes dans la banque pour pouvoir ouvrir la caisse, là, ils n'ont pas pu. J'entends encore un très énorme bruit dans la banque. Et automatiquement, le bruit des véhicules, des motos, en ce moment qu'ils sont à l'état, c'est fait vers 3 heures moins 10 minutes. Bon, moi, je ne peux pas appeler ces gens-là des bandits armés, tellement qu'ils étaient nombreux, ils étaient armés, ils avaient des armes lourdes, même des lance-roquettes, quand je jure, même des lance-roquettes, je les ai vus de ma propre yeux. Merci. Donc, des propos recueillis par Ibrahim Naran Diallo. Professeur André Bourgeot, merci d'être avec nous en plateau. Dites-moi, est-ce que vous comprenez le fait que ça se rapproche de plus en plus de Bamako? On a assisté à l'attaque du péage à Sanankoroba il y a encore moins de 2 semaines. Et il y a eu cette fameuse attaque d'Ecobank dont tout le monde parle aussi également. Même maintenant, ces scènes qui se passent également dans la région de Koulikoro, est-ce que vous comprenez? Le comprendre, c'est beaucoup dire. En tout cas, j'observe la chose suivante, c'est qu'il y a une crise structurelle qui maintenant se pose au niveau du pays, sur l'ensemble du territoire national. Et cette crise de l'autorité politique, c'est un peu les conséquences de ce qui se passe un peu actuellement. Ça, c'est la première chose. À partir du moment où un État n'a plus capacité à affirmer son autorité et sa souveraineté par les forces qu'il commande, c'est laisser la porte ouverte à tous les abus. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tous les actes qui viennent d'être décrits n'ont pas été revendiqués. Donc on peut penser que ce sont des actes qui relèvent de pratiques de banditisme classique. C'est pas parce qu'on attaque et qu'on dit
Allah Akbar, n'importe qui peut le dire. C'est pas pour autant qu'on peut réputer ce genre d'action. Dans le film de l'événement raconté par M. Keïta, justement, des gens enturbannés, très lourdement armés. Oui, mais non, n'importe qui, dans le contexte actuel, compte tenu du trafic d'armes qui existe maintenant pratiquement partout au niveau du territoire national, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire, être détenteur de trafic d'armes, y compris de roquettes, etc., n'est pas nécessairement un critère suffisant pour dire que c'est les groupes armés que je caractérise comme étant des groupes armés narco-djihadistes. Parce que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y avait un attentat, c'était revendiqué, soit par le Marabitoun, soit par Ansar ad-Din, donc c'était parfaitement identifié. Ce qui me paraît grave, c'est qu'il y a une dégénérescence du mouvement et que cette dégénérescence du mouvement se manifeste par des actes que l'on peut considérer comme étant des actes relevant du banditisme armé, quelles que soient les armes utilisées, quel que soit le voile de tête utilisé et quelle que soit l'expression. C'est ça qui me paraît grave. C'est-à-dire qu'actuellement, quelle est l'autorité qui peut identifier ce type d'action? À partir du moment où aucune autorité ne peut l'identifier parce que ce n'est pas revendiqué, c'est quand même révélateur du signe que l'État malien est dans un processus de déliquescence. Merci, professeur André Bourgeot. Baba Dakono, vous êtes analyste et chercheur. Dites-moi, Koulikoro qui est attaqué, 80 km de Koulikoro-ville, 145 km de Bamako. Koulikoro est quand même une base militaire très forte. Je pense que cette attaque, c'est pour rappeler à tous les acteurs aujourd'hui qu'on est en train d'occulter une bonne partie de la bande sahélienne dans le dispositif, et notamment les cartes sécuritaires. Ce n'est pas une première d'ailleurs que Banamba soit attaqué ou menacé. On se rappelle en 2012 également, Banamba avait été menacé en prolongement avec Nara. Donc c'est pour rappeler que toute cette zone qui fait notamment frontière avec la Mauritanie, qui présente les mêmes caractéristiques, sinon qui se rapprochent avec d'autres localités dans le nord du pays, constituent en fait des zones de fragilité, des zones sur lesquelles les bandits s'organisent. Pour rejoindre l'autre point, l'autre aspect également qu'on est en train d'occulter par rapport à cette lutte contre aujourd'hui la question de l'insécurité, c'est la question de la criminalité organisée. On est tellement focalisé sur des manifestations ou une autre dimension de la question qu'on occulte alors que le crime organisé soutient aujourd'hui est la principale menace contre la sécurité, sur la sécurité dans ce pays. Elle passe notamment par la question du trafic d'armes, pour rejoindre le professeur Bourgeot sur la question, qui est aujourd'hui très très important, et aussi les questions de connexion possible entre les différents réseaux criminels, et aussi l'absence peut-être qu'aujourd'hui il y a un phénomène où on a de moins en moins de contrôle sur certains, on va dire, groupements armés qui sont rattachés à d'autres groupes armés, peut-être islamistes, peut-être terroristes, mais également le fait qu'ils ont pris cet énorme risque pour ensuite faire beaucoup de temps dans la banque suppose qu'ils avaient un besoin d'argent, un besoin très important qu'il fallait assouvir, qui ne le lie pas forcément à la question terroriste, mais en général à la question de la criminalité organisée, qui est très très importante dans le pays aujourd'hui. Merci Mamadou Diouara. Vous êtes, je vais rebondir sur ce qu'il a dit à propos des armes, puisque vous travaillez aussi pour le CONACIPAL qui lutte contre la prolifération des armes légères. Mais est-ce que vous voyez une main extrémiste derrière cette attaque-là? Extrémiste sans doute, mais djihadiste, je suis un peu réticent. Ce que je veux dire à la suite de ce que mes deux prédécesseurs ont dit, c'est que nous constatons d'abord, en premier lieu, les conséquences manifestes de la crise profonde de l'État. L'État qui, depuis 2012, est tombé, non pas en termes d'hommes en armes présents et de gouverneurs en poste, mais en termes de symboles, cette entité moralement garantissant la sécurité de tous et dont la seule présence est suffisante en termes de dissuasion pour que tout acteur de forfait, n'est-ce pas, s'abstienne d'entreprendre les initiatives qu'il souhaite. C'est ce symbole qui est tombé. Et malheureusement, nous n'avons pas encore réussi à reconstruire ce symbole. Aujourd'hui, dans les discussions, très souvent, on arrive à entendre dans les grains des gens qui disent, bon, écoutez, en voyant les forces de défense et de sécurité, ces gens-là, même si nous, on s'organise tout de suite pour venir attaquer, il suffit de faire 3 coups de fusil, crier Allah Akbar, tout le monde va fuir. Donc, quand cet état d'esprit arrive au niveau des populations, il est
très facile que les gens osent. Et comme on le dit, qui ose vaincra. Surtout quand il s'agit de créer le désordre et la panique. Très rapidement, où est-ce que ces gens avec ce type d'organisation qui n'est pas quand même du banditisme classique qu'on ne connaît pas au Mali, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a trois facteurs. Il y a trois facteurs qui sont... Si ce ne sont pas des extrémistes religieux, ils ont des lance-roquettes et autres. Alors, il y a trois facteurs qu'il faut prendre en compte. Premier élément que les gens occultent très souvent, c'est qu'on oublie qu'en 2012, ce sont des milliers de jeunes Maliens qui ont été formés au maniement des armes et aux faits de guerre, auxquels on a demandé un beau matin après l'intervention de Serval à Sévaré de rentrer chez eux, avec les aptitudes et les compétences qu'ils ont acquises, sans aucune autre forme de récupération, de capitalisation ou de contrôle. Deuxièmement, quand Serval a intervenu à partir de Sévaré, à partir de Konna pour aller jusqu'au nord, on a tué des islamistes, des djihadistes qui sont morts en laissant des armes ou bien qui ont fui en abandonnant des armes, que ces jeunes qui venaient de quitter les camps ont facilement pu avoir l'occasion de récupérer. Donc aujourd'hui, il y a un surarmement de la population, pas en termes d'armes légères, mais en termes d'armes lourdes, d'armes collectives et d'armes de guerre de très haut niveau. Troisième élément très important à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, la lenteur du processus de mise en œuvre de l'accord et de DDR nous conduit à une usure des groupes. Les leaders des mouvements, que ce soit des mouvements d'autodéfense sédentaire ou que ce soit des mouvements djihadistes ou des mouvements rebelles, les leaders n'ont plus les moyens de prendre en charge leurs combattants. Et cela amène les gens à être dans la nécessité de se créer des moyens. Comme Baba Dakono l'a dit, le mode opératoire qui a eu lieu, les actes qui ont été posés, prouvent que les gens sont venus plus pour de la prédation que pour un acte idéologique religieux. Donc ce sont ces dimensions qui sont importantes à prendre en compte et il faut rapidement renforcer l'État, accélérer le processus de DDR et commencer le processus de désarmement. Sinon, ça ne fera que s'empirer, on ne pourra pas l'arrêter. Merci, professeur André Bourgeot. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a réuni en urgence hier soir un comité de défense restreint. Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment est-ce que ces gens arrivent à avoir une mobilité aussi facile sur notre espace, pourtant avec une très forte présence militaire. Koulikoro, pour qui connaît Koulikoro, il y a la mission EUTM, on parle de 80 km de la ville de Koulikoro qui a été attaquée pendant des heures. Bon, de tout temps, on l'avait déjà mentionné à la faveur des émissions des Andologues au studio Tamani, c'est que ces groupes-là, la force de ces groupes-là, c'est leur très grande mobilité et leur très grande flexibilité. Mobilité, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et flexibilité, ça pose le problème de la composition de ces groupes. Ce pas des groupes composés de 20, 30, 40 ou 50 personnes, c'est des petits groupes composés au maximum d'une dizaine de personnes, et difficilement identifiables. À l'issue de ce que je viens de dire, l'armée, enfin disons les armées, il doit y avoir quelque chose comme entre 15 000 et 20 000 militaires étrangers et maliens sur le territoire national. Ils contrôlent quoi ? Ils contrôlent les villes, ils ne contrôlent pas la brousse. En brousse, pour ne parler que des djihadistes, les djihadistes ont eu capacité à se réfugier en brousse, à revenir au village avec des vêtements comme tout le monde et avec une pression idéologique au niveau des prêches importante en disant « nous, vous n'êtes pas pour nous », s'adressant aux populations. Ce que l'on vous demande, c'est de vous taire, de ne pas nous dénoncer. Les militaires étrangers ne peuvent pas nous identifier. Nous sommes comme vous. En conséquence de quoi, si on est identifié, c'est parce que vous avez fait de la délation. Et si vous avez fait de la délation, on interviendra et on vous tuera. C'est le discours tenu par les djihadistes encore actuellement. Moi, je travaille actuellement sur le problème du Massina. C'est très très clair. Donc, dans ces circonstances-là, vous avez... Bon, j'aime pas beaucoup l'expression guerre asymétrique parce que je pense qu'elle n'a pas de validité opératoire pour caractériser ce qui se passe actuellement. Les militaires maliens et étrangers ne contrôlent pas la brousse, et y compris pour ce que vous avez appelé la criminalité organisée. C'est très très facile, vous venez, vous faites un coup, vous repartez avec le moto, vous vous camouflez quelque part et puis ensuite on parle de vous. Donc face à une armée qui est d'une conception de tout ce qu'il y a de plus traditionnel, y compris au niveau de la technologie, ben on arrive à cette situation-là. Comment expliquer que ces groupes, même s'ils ont des roquettes, mais ils peuvent très bien faire des choses comme ça, sans roquettes, ils ont en phase 2 des armées suréquipées sur le plan technologique, avec les drones, avec les hélicoptères, etc. Justement. Et ça sert à quoi? Pas grand-chose. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on assiste à une militarisation généralisée de l'espace saharo-sahélien, avec une internationalisation de la militarisation. Vous avez maintenant les Allemands
Vous avez 650 militaires allemands qui sont actuellement au Mali. Vous avez une base militaire allemande au Niger. Et j'ai cru comprendre, à l'entendu d'une émission sur une radio nationale, que aussi maintenant les Canadiens disent, mais si vous voulez, on peut vous proposer aussi des militaires canadiens. Donc ils m'ont dit, mais on va où ? Comment se fait-il qu'avec autant de militaires, il y a une telle dégradation au niveau de l'ensemble du territoire national? Donc c'est un paradoxe énorme. C'est un paradoxe énorme. Je vais juste observer quelques secondes de pause et nous reviendrons. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au studio Tamani. Nous parlons de l'insécurité qui se rapproche de plus en plus de la capitale, mais le reste du pays n'est pas resté en marge. Pour autant, Mamadou Diouara souhaitait réagir rapidement. Oui, j'allais dire justement à propos de ce que le professeur André Bourgeot était en train de dire tout à l'heure, la surprésence de militaires sur le territoire n'est pas un facteur renforçant forcément la sécurité. Pour la simple raison que ce soit la guerre en tant que telle ou la sécurité, c'est plus une question d'efficacité de la coordination que de surprésence ou de suréquipement. On a vu en 2012, ce n'est pas parce que, et moi je tiens ce discours jusqu'à demain devant qui que ce soit, ce n'est pas parce que notre armée était sous-équipée ou mal formée qu'elle a perdu en 2012, que le Nord a été occupé. C'est surtout parce qu'il y a eu des défaillances énormes en termes de coordination des opérations militaires. Quand on analyse la façon dont les renforts qui devaient arriver à Aguelhok ont tous échoué jusqu'à ce que les hommes en perte de munitions soient pris et égorgés, on sent qu'il y a un problème de coordination. Quand il y a eu le coup d'État et qu'on a décapité le PC opérationnel à Gao, on avait des milliers d'hommes à travers le pays sur le terrain avec des armes, mais sans aucune coordination. L'armée, c'est une cohérence, un échelonnement des niveaux, un contrôle de l'information et une chaîne de commandement. Alors aujourd'hui, justement, est-ce qu'on n'a pas retrouvé cette cohérence-là au sein de l'armée? Parce que qu'est-ce qui se passe? Je vais en venir, parce que vous avez soulevé la question, comment ils ont cette mobilité? Ils l'ont parce que simplement, on a aujourd'hui 100 000 acteurs qui sont autorisés à être en tenue et à porter des armes. Vous traversez Sévaré, vous allez rencontrer un pick-up rempli de gars qui ont un drapeau avec un bonhomme au milieu qui s'appelle Gatia. Vous allez rencontrer après un autre groupe qui a un drapeau blanc, on va dire, bon, nous, c'est Gandaizo, nous sommes Gandakoy. Vous partez de l'autre côté, vous allez rencontrer les unités de Barkhane qui circulent. Après, vous rencontrez la MINUSMA. Vous avez 36 000 drapeaux sur un même territoire, 36 000 armées sur un même territoire. Quel est le niveau de coordination de tout ça? La coordination de renseignement. Barkhane donne-t-il toutes les informations à l'armée française? Fama donne-t-il vraiment toutes les informations à la MINUSMA? La MINUSMA coopère-t-elle vraiment avec les mouvements armés? Comment on coordonne tout ça? Et comment faire la différence entre celui qui est autorisé à porter les armes et celui qui ne l'est pas? Voilà en fait les grandes questions auxquelles nous faisons face. Et ce n'est pas en surpeuplant le Mali avec des militaires qu'on va régler le problème, mais c'est en créant un mécanisme de coordination. Malheureusement, le MOC est encore enrhumé, il n'est pas opérationnel, donc la coordination n'existe pas. La sécurité ne sera pas tant que cette coordination ne revient pas. Merci Mamadou Diouara. On va écouter cette capsule du ministre de la Défense française que nos confrères d'Europe 1 ont réalisé ce matin. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui deux instabilités au Mali. Il y a une instabilité sécuritaire au nord du Mali, et puis il y a aussi une nécessité de remédier à l'instabilité politique qui existe aujourd'hui dans cette région. Et moi, je répète régulièrement au président Ibrahim Boubacar Keïta qu'il faut prendre les initiatives nécessaires pour assurer l'intégration des peuples du Nord dans la communauté malienne. Et je souhaite que cette mort nouvelle, supplémentaire, puisse aboutir à ce que cette prise de conscience urgente ait lieu. La France a la vocation à soutenir les régimes en place et être le gendarme des pays africains en difficulté ou en défaillance. C'est notre propre sécurité que nous assurons. Parce que si demain, il y avait de nouveau dans cette partie de l'Afrique reconstitution de groupes terroristes avec une ampleur significative, c'est notre sécurité qui serait en cause. Merci. Donc, professeur André Bourgeot, dites-moi, que pensez justement de sa réintégration des peuples du Nord? Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement malien n'a pas fait suffisamment d'efforts avec un accord de paix, avec le MOC qui est presque mis en place? Bon, le ministre de la Défense français, M. Le Drian, se réveille quand même un petit peu tardivement. C'est quand même, la situation, elle n'est pas nouvelle, elle n'a pas d'aujourd'hui. Après 18 soldats français morts. Voilà, donc je crois savoir aussi qu'il y a déjà eu 18 militaires français de tués.
Donc c'est un chiffre qui commence à parler. On se réveille quand même un peu tardivement au vu du maréchal-chef. Beaucoup plus de soldats maliens et de soldats des forces des Nations Unies tués. Oui, absolument. Donc ça repose sur le fond, les conditions d'élaboration du contenu des accords pour la paix, puisque la distinction est faite entre les accords de paix et les accords pour la paix. Pour la paix, ça veut dire que c'est un processus qui est engagé et que ce processus-là, on ne peut que constater qu'il se met en place d'une manière extrêmement lente, extrêmement houleuse et extrêmement contradictoire. Donc ça repose le problème suivant, c'est que quel est le soutien populaire, cette fois-ci, des accords de paix par le peuple malien. À ma connaissance, le peuple malien n'a jamais été consulté, puisqu'il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que quelque part, le peuple malien, les éléments qui composent le peuple malien ne se sont pas concernés directement par le contenu de ces accords de paix, qui, par bien des endroits, nécessitent, en tout cas, forment des expressions de contradiction et de désaveu. Donc dans des situations comme ça, que faire ? Si vous rajoutez le fait que, en définitive, le pouvoir politique central est un peu dans des positions figées, dans des positions d'immobilisme, on sent bien qu'il n'y a pas de dynamique derrière. Donc s'il n'y a pas de dynamique, c'est la porte ouverte à n'importe quel type d'abus. Et c'est ce qui se passe actuellement avec la recrudescence de la criminalité, du banditisme. J'observe quand même la chose suivante, c'est que depuis quelques semaines, on n'entend plus parler d'attentats revendiqués par les groupes djihadistes. Donc c'est quand même quelque chose de significatif. Il y a après cette fameuse lettre justement de Ansardine adressée au président du Haut Conseil islamique. Ansardine a revendiqué cette attaque-là au courant du week-end justement sur la base militaire de Ravous. C'est intéressant parce que justement le contexte est assez significatif. À partir du moment où il y a eu une lettre qui aurait été adressée par le chef d'Ansar-Eddin, Iyad Agrali, au Conseil islamique du Mali, à M. Mahmoud Dicko, qui a authentifié la signature. Alors, donc deux hypothèses. Ou bien cette signature est une imitation et que ça fait en sorte qu'on ne peut pas voir que c'est une imitation, donc on l'authentifie. Mais je crois savoir que 24 heures après la déclaration, il y a eu quand même un attentat. Donc ça pose le problème suivant, c'est une hypothèse. Quelle est l'autorité que Iyad Agrali peut exercer sur l'ensemble du groupe Ansar-Eddin qu'il dirige? Le président du Haut Conseil islamique du Mali, Mahmoud Dicko, a ensuite rétabli les choses en disant mais Ansar-Eddin, il y a différents courants pour légitimer le fait que c'est bien authentique, mais que Ansar-Eddin n'a pas le pouvoir. Donc si Iyad Agrali n'a pas le pouvoir, ça veut dire qu'il n'engageait que sa propre personne et qu'il n'engageait pas l'ensemble du groupe salafiste djihadiste. Il faut quand même rappeler que c'est un groupe salafiste djihadiste, premièrement. Deuxièmement, est-ce que l'on peut engager des formes de dialogue, quelle que soit la nature de ces dialogues, avec des djihadistes parce qu'ils sont maliens? Donc il y aurait de bons djihadistes parce que maliens et de mauvais djihadistes parce que pas maliens. Donc on se dit où est-ce que l'on va? Les salafistes djihadistes, ils ont une idéologie, ils ont une théologie, ils ont une stratégie. Et leur stratégie, vous pouvez reprendre tous leurs écrits, c'est pas de conférence, pas de dialogue, pas de colloque, on tue. Comment vous allez créer les conditions d'un dialogue? Pour créer les conditions d'un dialogue, il faut un minimum de valeurs communes. Et ces valeurs communes-là, où sont-elles? D'ailleurs, Baba Dakono, dans cette lettre, Iyad n'a pas remis en cause sa volonté d'imposer la charia un peu partout, enfin, au Mali. Oui, c'est vrai. Dans qu'il est présenté, l'application de la charia demeure une revendication du chef d'Ansar-Eddin. Mais je voudrais quand même, avant de parler spécifiquement de cette question d'Iyad, rebondir un peu sur ce que Jawara disait, pour, en ce qui me concerne, faire une petite précision factuelle. Je partage avec lui le fait que l'armée malienne connaît beaucoup de problèmes structurels, mais en 2012, par rapport à ce qui s'est passé à Guelhok, c'est plus un problème d'efficacité des assaillants qu'un problème véritable de coordination. Parce que ceux qui ont attaqué connaissaient
le mode, comment fonctionnait l'armée malienne, ayant fait partie eux-mêmes un moment de l'armée malienne, ils ont coupé tout renfort avec le camp d'Aguelok, parce qu'en même temps qu'ils faisaient, je ne sais pas si vous avez remarqué, le mode opératoire de ce groupe, c'est toujours la même chose. On attaque le camp qui est ciblé, on empêche tout ravitaillement ou tout renfort, et ils ont même été jusqu'à empêcher le ravitaillement en vivres de ce camp, justement pour pouvoir maintenir la pression. Donc il y avait cette question d'efficacité de l'attaque. Ensuite, pour revenir à ce que le professeur Bourgeot disait tout à l'heure, je partage également que la solution militaire est celle qui est beaucoup privilégiée aujourd'hui. Ça met en relief justement ces questions de coordination, ces problèmes structurels au sein de l'armée malienne, mais ça rappelle également que face à ce problème, face à la montée en puissance de groupes criminels, notamment djihadistes, la seule option militaire n'est pas la solution. Ça a été dit, ça a été répété plusieurs fois, on va encore revenir dessus pour qu'on privilégie ce qui est à l'origine, dans tous les pays où le terrorisme fait beaucoup de morts comme chez nous, à l'origine c'était d'abord des questions politiques, c'était des questions économiques. On a d'ailleurs vu avec le rapport d'IMRAP et le rapport de l'ISS que les facteurs privilégiés n'étaient pas les facteurs religieux. Donc en fait, il faut penser à ces autres types de solutions et aussi la question du Sahel. J'espère qu'aujourd'hui, les Maliens ont pris toute la mesure du foisonnement d'acteurs internationaux qui viennent chacun avec leur stratégie pour lutter contre l'insécurité dans ce Sahel. Il est très important que les autorités maliennes et les autorités dans les autres pays, le G5 c'est bien, on attend de voir jusqu'où ce regroupement va aller, mais s'approprient cette question de sécurité, mettre les moyens d'un point de vue humain ou matériel dans cette lutte contre l'insécurité dans le Sahel. Je vais terminer enfin pour revenir sur la question spécifique d'IAD pour dire que je rejoins le professeur Bourgeot sur l'analyse que si cette lettre est authentique, ça soulève la question aujourd'hui du contrôle effectif de Ansar Eddine, ce qui est encore plus dangereux. De la légitimité du leader Yadanga. Ce qui est d'autant plus dangereux que le fait que le leader se dédie lui-même. Donc dans les deux cas, on se trouve dans une situation où on ne peut plus complexe et dangereuse pour le processus de paix dans ce pays. Merci. Mamadou Diouara, dites-moi, à quelques petites semaines justement des élections communales, des municipales, et la campagne a d'ailleurs débuté vendredi dernier, est-ce que justement ces attaques, notamment à côté de Bamako, ne sont pas de nature à mettre un grain de sable dans l'organisation de ces élections? D'abord, pour ma part, je considère que ces élections sont une véritable bêtise. Excusez-moi l'expression. Je pense qu'on aurait dû tout simplement ne pas les organiser maintenant parce qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas encore claires. On a créé 2 nouvelles régions dont on ne connaît pas encore les cercles, on ne connaît pas encore les communes. Le découpage territorial prévu n'est pas encore achevé. Il y avait un projet en termes de 19 régions. Étant donné que les élections ne vont pas encore se passer dans ces régions sensibles du Nord-là et qu'on attend la mise en place des autorités intérimaires, est-ce que justement la mise en place des autorités intérimaires peut calmer le jeu? La mise en place des autorités intérimaires telle que prévue initialement aurait été peut-être une bonne chose parce qu'elle aurait été faite sur l'ensemble du territoire national et ces autorités allaient avoir des pouvoirs limités et on allait préparer des élections pendant une durée non renouvelable désignée dans la loi. Aujourd'hui, on est en train de virer carrément. En mettant des autorités intérimaires dans une partie du pays, en organisant des élections dans une autre partie du pays, c'est un danger énorme vers lequel on est en train de courir. Et moi, personnellement, je ne l'approuve pas du tout. Maintenant, le lien de tout cela avec les attaques, peut-être bien. C'est une façon de rappeler que, bon, on est en train de faire une farce et qu'on ne contrôle absolument rien. Si Bamako peut être attaqué, comment on va organiser les élections à Mopti, à Ségou, à Massina? Comment l'électeur se sentira libre, en sécurité pour aller choisir le candidat de son choix? Comment le candidat peut aller battre campagne dans une zone où il n'a pas la certitude d'être protégé, d'être sécurisé? Donc il y a vu cette plusieurs fameuse facteurs. attaque d'ailleurs à Mopti avec la mort d'un casque bleu togolais et 2 civils, en plus de 7 blessés. Il y a plusieurs facteurs aujourd'hui qui altèrent la franchise de ces élections. L'équipe électorale qui ira sur le terrain pour faire le suffrage, comment ils vont protéger le suffrage du peuple malien, collectivité par collectivité? On n'a absolument aucune garantie de la fiabilité de ces élections et on est en train de passer à une démocratie totalement tronquée et je pense que c'est dangereux. Par contre, pour ce qui concerne la question qu'on a abordée tout à l'heure, comment on appelle ça, celle relative à la lettre de Iyad, moi je dis en même temps il faut analyser aussi l'homme dans son parcours. Rappelons-nous
qu'en 90, IAD vient avec le mot Azawad pour la première fois en tant que revendication territorialiste. Il conduit le mouvement qui va aboutir à la signature des accords de Tamanrasset. Ensuite, le mouvement s'éclate et on crée après les 4 mouvements Arla, MPLA, FPLA et qu'on appelle ça FIA, on va créer après les MFIA, dont Zahabi était le porte-parole signateur. Il y a des chefs d'état-major. Après, qu'est-ce qui va se passer? IAD, qui a créé le problème, se transforme en solution. Il devient l'allié du gouvernement pour combattre les récalcitrants, notamment le général Gamou, qui avait refusé d'adhérer à l'accord et qu'il est parti combattre avec les forces armées du Mali. Ensuite, il se pose en justicier au nord pendant près d'une dizaine d'années. À chaque fois que quelqu'un enlève un véhicule, on appelle IAD, le véhicule est retrouvé. Quelqu'un fait un forfait, on appelle IAD, le problème est réglé. C'est le gars qui contrôle le terrain, c'est le gars qui contrôle le territoire. Il crée le problème, ensuite il devient la solution. Aujourd'hui, il est venu avec cette histoire dans Sardine. Vous pensez qu'il est dans cette logique-là? Je veux rappeler que, non, j'analyse juste les faits, hein, je ne dis pas que c'est le cas. J'analyse juste son comportement dans l'histoire. Je dis, en 2012, il a voulu prendre le lead du MNLA qu'on lui a refusé. Le MNLA étant dirigé par les Idnan, qu'on appelle ça, Mohamed Agnajim, militairement, je veux dire, qui venait d'arriver de la Libye, avec lequel il avait fait la guerre en Libye. Lui, étant de la communauté des Iforas, si le MNLA, Idnan, prenait le lead de la rébellion, aboutir à leurs objectifs, le leadership des Iforas dans la zone serait remis en cause. Il crée en Sardine, il ramène avec lui presque tous les jeunes Iforas qui l'accompagnent dans ce combat. Après, quand le processus de négociation commence, il va à Ouagadougou. Et je rappelle qu'à Ouagadougou, il était dans la négociation. Et à Ouagadougou, on a reconnu l'intégrité territoriale, la laïcité de l'État et la forme républicaine. Ensuite, on va à Alger. Il est hors du processus. On crée HCIA pour que les siens puissent être éligibles à la négociation, mais lui, en tant que symbole, en tant qu'emblème, il est gardé à côté. Aujourd'hui, s'il dit, bon, je veux venir dans le processus, je veux me dissocier de ce processus, et que le mouvement dit, bon, écoute, nous, on n'a pas quitté, c'est peut-être pour recréer la même situation qu'il a créée après avoir créé la rébellion en 90. Bon, je me dis, c'est des pistes de réflexion. Merci, des fluctuations très intéressantes, hein, mais je suis obligé d'aller à la pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue d'aujourd'hui qui parle de l'insécurité qui se rapproche de la capitale. Avec nos invités très intéressants, des propos très intéressants ici sont dits. Mais professeur Bourgeot, dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui engrange justement tout ça? Est-ce que vous pensez que les facteurs économiques en sont pour beaucoup? Je crois que dans la situation actuelle, les facteurs politiques sont probablement plus importants que les facteurs économiques. Ce qui ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas des problèmes au niveau économique. Il y a le problème du chômage, l'absence de relance économique au niveau national, etc. Mais qu'actuellement, les problèmes sont fondamentalement d'ordre politique et géopolitique. Je voudrais rebondir un peu sur les élections municipales. Il semblerait que les autorités politiques maliennes s'acheminent vers la tenue d'élections municipales dans certains endroits du Mali et pas dans d'autres. On se dit, mais attends, dans quel monde on est? Si effectivement il y a des élections municipales sur une partie du territoire malien et pas sur l'autre, c'est quand même porteur aussi d'un découpage territorial qui remet en cause l'intégrité territoriale. Mais on est allé aux élections présidentielles, pourtant à l'époque il n'y avait pas d'accord de signer. Il y avait effectivement, comme on l'a rappelé il y a quelques jours, il y avait l'accord de Ouagadougou qui nous a permis d'aller au présidentiel. Est-ce qu'on ne pouvait pas avoir une espèce de forme d'accord nous permettant d'aller aux élections, un compromis? Je crois que la situation est différente, puisque si effectivement il y a des élections sur une partie du Mali et pas sur l'autre partie, dans le contexte actuel où il y a eu quand même des enjeux sur l'intégrité territoriale du Mali, ça veut dire qu'on s'achemine vers deux Mali, des Mali qui auront des maires élus et une partie où il n'y aura pas de maire. Alors quid des autorités intérimaires? La question elle est là, elle est fondamentalement là. On voit bien que pour une certaine partie du septentrion malien, les autorités intérimaires ne sont pas acceptées.
Donc si elles ne sont pas acceptées... Notamment à Gao. Notamment à Gao. Mais Gao, c'est quand même assez significatif, parce que depuis le début, il y a eu des mouvements de résistance face au Mujao, face au MNLA, etc. Donc c'est aussi politiquement significatif. Si un État-nation, un État unitaire s'achemine vers ce genre d'élection, ça peut être tout à fait récupéré par des forces politiques qui vont faire la démonstration qu'en définitive, ça institutionnalise deux types de Mali. Un qui aura des maires et l'autre qui n'aura pas de maire. Quid du contenu des accords de paix? Alors, et parlons un peu du sommet France-Afrique pour janvier. Est-ce que cette situation sécuritaire n'est pas de nature également à rendre l'organisation du sommet difficile pour le Mali? Je pense que ce n'est pas une situation particulièrement bonne et favorable pour la tenue du sommet Afrique-France. On voit bien que maintenant la criminalité, les actions de type terroriste, je dis bien de type terroriste, descendent de plus en plus vers le sud et concernent aussi Bamako, puisque Bamako a été confronté à ce genre de choses-là. Ça m'est difficile de répondre. Je ne suis pas au courant des modalités d'organisation, notamment sur la sécurité, etc. Mais manifestement, je pense qu'il y a un risque, qu'il y a un danger autour de ce sommet Afrique-France. Et que si il se tenait dans des conditions où la sécurité ne serait pas véritablement flagrante, ferme, et s'il y avait des formes d'attentats, des formes d'action, ça rejaillirait négativement sur le Mali. Merci. Baba Dakono, vous êtes un chercheur. Dites-moi, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de monter cette pente de l'insécurité avant d'abord les élections du 20 novembre et ensuite le sommet France-Afrique en janvier? Je pense que les élections du 20 novembre constituent plus d'enjeux en ce qui concerne le Mali. Par rapport au sommet, c'est vrai qu'on attend beaucoup de ce sommet, je vais y revenir, mais par rapport à la question spécifique des élections, c'est très important parce qu'on est en train de parler de localités où il est impossible d'organiser des élections. On fait le focus sur Tombouctou, sur Gao où c'est plus difficile et d'autres Kidal. Et même Mopti, à 45 km de Mopti, il y a eu cette fameuse attaque. C'est ce que j'allais dire. On oublie qu'au centre du Mali, à part la ville de Mopti, je ne vois pas une autre localité où il est aujourd'hui techniquement possible d'organiser un rendez-vous électoral et qu'on ait les résultats vraiment démocratiques. Où on va... Mais je pense que on n'a pas tiré beaucoup d'enseignements de ce que le pays a connu il y a quelques années. Vous pensez que le challenge n'est pas gagné d'ici le 20 novembre? Je pense que... Le challenge n'est pas gagné d'ici le 20 novembre? Non, je pense que le challenge n'est pas gagné et c'est le faire valoir qui va prévaloir. Je pense qu'il y a eu des élus députés dans ce pays qui ont été élus avec moins de 4 voix. Ça n'a choqué personne. Ouais. Et je pense que c'est ce qui va... période d'accalmie. Et en période d'accalmie, c'est ce qui va continuer. Par rapport au sommet, je pense que l'une des caractéristiques d'un État, c'est d'être têtu et surtout de persister dans une voie, même si tout le monde attire l'attention que ce n'est pas la bonne voie. Je pense que pour l'État malien aujourd'hui et pour l'État français, c'est de dire on a fait du bon boulot au Mali, voilà, on peut même organiser une activité d'envergure africaine, même occidentale. Et pour l'État malien, on est à la veille de 2018, c'est dire que je vous avais promis un Mali plus stable. C'est vrai que le problème n'est pas totalement résolu, mais on a quand même reçu 40 chefs d'État africains, le président français, et ça s'est bien passé. Donc je pense que c'est le pari qu'on fait d'un côté de l'autre, et n'oublions pas que d'un côté de l'autre aussi il y a des questions de quinquennat, même si du côté français c'est pas totalement précisé. Donc je pense que on fera tout pour organiser ce sommet et pour montrer qu'on est capable d'organiser une activité de ce type au Mali après ce qu'on a connu en 2012-13. Merci. Mamadou Diouara, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui c'est une fatalité justement? Est-ce qu'il y a moyen de mettre fin à ces violences cycliques qu'on connaît au Mali? Alors, je vais profiter de cette question pour quand même saluer au passage les mesures énergiques prises par le ministère de la Sécurité à Bamako suite aux attaques qui ont eu lieu devant Ecobank et au poste de péage. On constate quand même des mesures qui tendent à donner un visage de proactivité aux forces de sécurité à l'intérieur de Bamako. Il y a des pick-up donnés aux gens de CCR postés dans les différents axes pour que si un assaillant essaye de s'enfuir, on ait le moyen de la rattraper en cours de route. Il y a une nouvelle unité qui a été créée, Forsat, qui est en train de faire des patrouilles de jour comme de nuit, de façon continue, avec un équipement et une certaine disposition très dissuasive. Déjà, c'est le début de cette image de forces de défense et de sécurité capables de stopper ou de riposter. Ça peut être très utile.
en termes de dissuasion. Ce n'est pas, pour les autres. Une opération séduction pour justement. Non, je ne pense pas que ce soit une opération séduction parce que le ministre est quand même sorti à la télé pour affirmer, annoncer ces mesures. On a vu la traduction concrète et j'espère que ce n'est pas une opération séduction. J'espère que ça va continuer. Et je sais que ça va coûter quelque chose, ça aura un coût, mais c'est nécessaire de le poursuivre. Et je dis que. Très rapidement. Oui, très rapidement. Cette insécurité aujourd'hui à Bamako par rapport au sommet, on peut avoir les moyens de sécuriser Bamako pour faire le sommet. Si on décide avec une volonté politique forte, on peut sécuriser Bamako pour faire le sommet. Mais ça va demander des efforts vraiment très importants. Merci, merci Mamadou Diouara. Professeur André Bourgeot, vous pensez justement que c'est juste une question de volonté politique pour justement mettre fin à ce cycle de violence, hein, pas seulement qu'à Bamako et alentour, mais dans les zones assez sensibles également. Bon, la volonté politique, elle est nécessaire. Après se pose le problème de la condition des mises en œuvre de cette volonté politique. Justement, est-ce qu'aujourd'hui le Mali a les moyens nécessaires, les moyens économiques nécessaires pour justement se sécuriser? Il n'y a pas que le Mali, parce qu'il y a quand même aussi d'autres États qui sont susceptibles, en tout cas qui se portent volontaires pour aider le Mali à sortir de cette crise. Ces mêmes pays aussi ont intérêt à ce que le sommet Afrique-France se tienne. Donc après, je crois que quand même l'initiative, le ministre de la Défense français Le Drian en a fait référence, c'est que effectivement s'il y avait une initiative particulièrement marquante qui serait prise par le président de la République du Mali, ça aurait comme effet bénéfique d'entraîner quelque chose. Donc on est le discours de Le Drian qui n'a pas été très très bien pris d'ailleurs par certains Maliens. Hein. Oui, je me doute bien qu'ils ont voté. Encore une fois, il se réveille un peu trop tard. Mais oui, non, mais comme il y a déjà un sentiment, on peut dire, ça ne me gêne pas de le dire, un sentiment anti-français compte tenu du comportement de l'opération militaire Serval à l'égard du MNLA, on peut comprendre aussi que la susceptibilité des Maliens ait été touchée. Mais encore une fois, le Mali n'est pas seul. Il a quand même beaucoup d'amis individuels, mais aussi beaucoup d'amis au niveau des États. Donc la balle est un petit peu dans leur camp. Hein. C'est à eux de faire en sorte que tout se passe bien. Merci. Mamadou Diouara souhaitait justement réagir par rapport au propos du ministre français. Moi, je dis, quand il dit réintégration des peuples du Nord, hein, je crois que c'est bien le mot qu'il a dit, réintégration des peuples du Nord, il n'y a pas eu une désintégration des peuples du Nord, non. Et moi, je peux en parler très à l'aise. Je suis natif de Gao, j'ai grandi là-bas. Ma femme est native de Kidal, elle est encore là-bas à l'heure où je suis en train de parler. Je vais simplement dire que voilà, les peuples du Nord ne sont pas désintégrés du Mali. Il y a des groupes qui, pour des raisons multiples, ont décidé de prendre les armes pour s'opposer à la République. Raisons qui restent à vérifier. Encore, le ministre de la Défense de la France a encore une mauvaise lecture de la situation sociale du pays. Au regard du discours qu'il vient de tenir, je dis sans aucun doute qu'il a une mauvaise lecture de la situation. Il n'y a pas une désintégration des peuples du Nord. Il y a un problème de gouvernance générale au Mali qu'il faut régler. Il y a un problème de restauration de l'État malien qu'il faut faire. La France est engagée à le faire. Elle est en train de faire des efforts. Je ne sais pas quel est le niveau de jugement qu'on peut donner à ça, mais nous espérons que ça va aboutir à une restauration effective de l'État qui va nous permettre de reprendre le contrôle. Le peuple malien de Kaya Kidal n'a pas de problème de désintégration. Absolument pas. Merci Mamadou Diouara. Baba Dakono souhaite réagir sur la question. Non, je pense que monsieur le ministre de la Défense française a une lecture de ministre de la Défense française de la question, on ne peut pas l'en vouloir. Mais d'un point de vue malien, je pense qu'avec la rébellion qui a été soulevée en 2012, on a fait beaucoup le focus sur le fait que c'était injuste quand même que les gens prennent les armes contre le pays vu tout ce qu'il y a. Et on a occulté la question essentielle du processus de développement harmonieux du pays. Au-delà des régions, de la région centrale qui est Bamako, toutes les régions périphériques du Mali connaissent des problèmes de sous-développement qui sont assez lourds aujourd'hui à porter. Il ne faut pas que des discours de ce type nous fassent oublier ce débat-là qui doit avoir lieu. Il faut qu'on pense au développement des régions périphériques, sinon les conséquences peuvent être beaucoup plus graves. C'est un des points de la future conférence d'entente nationale d'ailleurs qui tarde à venir. J'espère voir l'ordre du jour et que ça figure bien sur cette
Professeur André Bourgeot, un dernier mot très rapidement. Oui, très rapidement, 3 mots. Peut-être mauvaise lecture, mauvaise compréhension sans doute, en espérant de bonnes interventions. Merci beaucoup. Ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui qui a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. Ils nous ont fait le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. Professeur émérite André Bourgeot, merci. Merci à Baba Dakono, analyste chercheur. Merci Mamadou Diouara. Je suis Ousmane Diadje Touré. Cette émission a été mise en onde par Salim Diouara. À la régie vidéo, vous avez nous Ndiri. À demain pour une autre émission. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.